En route pour le pays imaginaire. Pinocchio est de retour. Revenez. Les freins! Où sont les freins? Dépêchez-vous de rejoindre votre futur. Garde ton rhum. C'est de l'or que je veux. Je s'appelle Boo. Hi, dudes! Oh, tous ces visages affamés. Et coupé. Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle review de DLP Welcome. Aujourd'hui, nous allons donc parler du mois écoulé, mais également de la soirée du Nouvel An à Disneyland Paris. Allez, on commence. Pour ce premier sujet, nous allons revenir sur deux parades que nous avons publiées en vidéo ce mois-ci, à savoir la Paint the Night et la Starlight Parade. La Paint the Night, qui est en Californie, franchement, c'est une tuerie. C'est une très très bonne parade, comme celle de Tokyo, même si Tokyo c'est à part tellement elle domine le marché, si j'ai pu dire. La Paint the Night, vraiment magnifique. Quelques changements comparés à 2016 et 2018. On a par exemple des costumes en moins, comme les Vénitiennes devant le char des princesses, voire certains costumes genrés hommes qui ont disparu dans certaines unités. Mais honnêtement, ça, pour le visiteur lambda, ça ne change rien comparé à l'expérience globale. On note aussi qu'ils ont fait une variante musicale sur la dernière unité, là où il y a le char de Mickey. Ils ont intégré du coup la musique du 70e anniversaire de la destination sur cette unité-là. On comprend tout à fait l'envie et la logique derrière tout ça, mais je vous avouerai que l'ambiance est un petit peu cassée, c'est pas le même rythme, c'est pas la même composition musicale, et ça se ressent. Mais le résultat, il est toujours là, franchement, c'est un très bon produit. On se rend compte que c'est une parade qui coûte cher à sortir, elle sort 2 fois à chaque soir, et en même temps, ils sont obligés parce que à Disneyland Resort en Californie, il y a quand même peu d'espace pour pouvoir justement voir la parade. Souvent, ça il est arrivé qu'une heure avant, il y a des annonces dans le parc pour dire que tous les emplacements pour le premier passage de la parade était plein et qu'ils invitaient les gens à venir pour le deuxième passage après le feu d'artifice. Donc c'est une parade qui coûte cher à sortir, et surtout cet anniversaire où ils ont fait venir la parade après le Covid, où le parc est fermé pendant plusieurs années. Mais tant mieux, c'est là, le public est là, et c'est pour notre plus grand plaisir. En Floride, cette fois-ci, on a la Starlight Parade, qui est la toute nouvelle parade de Floride. En soi, c'est une bonne réalisation, mais on a un sentiment que c'était réalisé par des équipes en interne et qui n'ont pas spécialement parlé des équipes internes à Disney World et qui n'ont pas forcément parlé aux équipes d'Imagineering qui ont réalisé des parades comme à Tokyo ou même la Paint the Night Parade. On a vraiment un sentiment, quand on regarde certains chars en tant que visiteur qu'on se trouve devant, d'avoir des guirlandes qui ressemblent à celles qu'on peut avoir chez nous. C'est assez déstabilisant, des fois on voit ça, il y a des marques de guirlandes électriques qui sont complètement customisables pour nos sapins. On fait un mapping du sapin avec son téléphone, on peut tout customiser et faire briller comme on souhaite. J'avais l'impression de me retrouver devant ces guirlandes là et avoir des fois des nœuds, des pelotes comme tout le monde pourrait faire chez soi, notamment pour le char de Frozen. Et du coup, on voit ça, on fait oui, ça a l'impression que c'est un vrai côté fait maison qui est assez déstabilisant sur le moment. Et aussi, il y a certaines particularités, c'est qu'en Floride, notamment si vous avez connu la Spectromagic, ou vous êtes curieux d'aller la voir sur YouTube, la Spectromagic, c'est des chars où il y avait des gros châssis et les décors étaient posés par-dessus ces gros châssis. Ce qui fait que la parade était relativement haute. Du moins, les enfants ne pouvaient pas regarder à leur niveau un char, il fallait vraiment qu'ils lèvent la tête pour voir tout ce qu'il y a au-dessus. Et par moment, on retrouve ça justement dans cette parade. Et il y a aussi les unités de danseurs, les performeurs comme on appelle, entre les chars, où ils sont globalement en tenue noire et avec quelques éléments brillants dessus, comme si c'est eux qui faisaient apparaître ces éléments, comme si ces éléments brillants tournoyaient sans qu'on puisse voir les performeurs. C'est un choix artistique qui n'a jamais fonctionné, quelle que soit la parade, et ils se sont obstinés à le faire, et ça c'est assez étonnant. Et d'ailleurs on a pu le voir nous avec certaines unités comme celle de Moana, où ils ont changé justement cette unité, où ils ont même repris tout simplement la techno des fées de la Paint the Night pour cette unité là, parce que ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas. Autre chose qui fonctionne pas, c'est aussi la musique qui ne rentre pas en tête, n'arrive pas à percuter la mélodie. C'est d'autant plus criant que sur le dernier char de la parade, la dernière unité, on retrouve du coup la musique thème qu'on n'arrive pas à en retenir, mais aussi la version de la Main Street Electrical Parade. Donc une musique qui est aussi utilisée dans la Paint the Night. Et là, d'un coup, tout s'ambiance avec cette musique-là. Et c'est assez drôle parce que le thème musical de la Starlight Parade, c'est comme si c'était une mélodie qui existe entre les refrains de la Main Street Electrical Parade. Ça donne vraiment l'impression qu'on a là une mélodie entre deux refrains. Et qui fait que le refrain Main Street Electrical Parade se termine et que la mélodie de la Starlight Parade reprend pour ce dernier char, l'ambiance elle se casse.
Et vraiment, c'est criant, on a l'impression qu'il y a deux musiques de parade qui s'entrechoquent et ça ne marche pas. Et c'est en cela en fait qu'on voit tous ces trucs-là et aussi le code couleur de la parade, c'est-à-dire si on retire la colorimétrie bleue, plus rien il n'y a quasiment aucune autre couleur qui existe sur cette parade. C'est assez déroutant, surtout quand on connaît la Spectro Magic avec ce côté noir et blanc et d'un coup tous les chars devenaient hyper colorés en fonction de la musique. Là, d'avoir une parade qui est essentiellement bleue, en fait on s'est dit mais ils ont pas coché toutes les cases des choses à éviter. C'est une proposition artistique, donc là c'est clair et net. À voir si ça tiendra dans le temps. Les équipes sont toujours de toute façon en train de regarder si oui ou non ça fonctionne ou pas. On a bien vu avec l'unité Moana où ils ont eu ils ont revu l'unité à pied. Seules les unités à pied des princesses fonctionnent. À voir comment ça va déboucher par la suite. Juste petit warning, là. Si vous voulez voir la parade au lendemain d'une soirée, que ce soit Halloween ou d'autres soirées qui peuvent exister au Magic Kingdom, ne le faites pas ce lendemain-là, parce que une grosse partie des chars ne seront pas là, comme les performeurs à pied. Eux aussi, ils seront pour la plupart absents, car ils auraient été appelés la veille pour faire ces soirées. Donc, si vous avez des soirées payantes sur le Magic Kingdom, et que les 2 prochains soirs, vous avez la parade électrique, ne faites pas le lendemain, mais le surlendemain. Et là, vous aurez une parade qui sera le plus complète possible. Mais bon, parade complète ou non, on notera une chose, c'est qu'en attendant, aux États-Unis, ils ont des parades électriques. Et ça, je viens de vous dire, c'est l'essentiel, car le produit Disney, le produit parc Disney, il est quand même connu dans le monde pour justement ce produit parade électrique. Donc, qu'il y en ait une qui soit perfectible comparée à une autre, c'est normal, c'est des produits, c'est des visions artistiques différentes. Ce que j'ai envie de vous dire, l'essentiel, c'est qu'ils en ont une. Maintenant que j'en ai parlé des parades électriques, je vous rappelle qu'on a sorti le Walk-On, le tour à pied du Magic Kingdom de Floride. Tour à pied réalisé avant le lancement de tous les travaux, donc c'était fait en mois de mai de l'année 2025, ce qui permet de voir une vue complète du parc avant justement tous les projets d'extension qui ont été annoncés à la D23, ainsi que d'autres projets qui arriveront par la suite. Et en parlant de Walk-On du Magic Kingdom, la semaine prochaine nous allons sortir un sur Disney California Adventure, le second parc Disney en Californie. Et voilà pour l'actualité des parcs américains sur notre chaîne. Maintenant, revenons à Paris. Et oui, Paris, alors, comment vous dire ? On avait bien vu lors de l'événement Inside Ears que Buzz revenait et on avait émis nos craintes concernant l'absence de modernisation de l'attraction, notamment avec les cibles par exemple. Craintes qui se sont totalement vérifiées le jour de l'ouverture. Nous avons donc filmé l'attraction et publié la vidéo à midi le jour même. Crainte qui s'accompagne également par des cibles qui étaient HS, des véhicules qui ne sont pas repeints, qui est fort décevant. Avoir une attraction qui ferme 6 mois, qui n'est pas d'avancée technologique, c'est une chose. Une attraction qui ferme 6 mois et d'avoir quand même des véhicules qui sont toujours dégradés avec une peinture écaillée, c'est quand même problématique. Disney ne peut pas juste proposer à des visiteurs une attraction qui ferme 6 mois pour que derrière ils ne retrouvent pas un minimum de qualité. La qualité, vous allez me dire, tu es très critique parce que ils ont repeint les éléments de décor, ils ont refait l'éclairage, même l'audio, je peux vous le dire, l'audio a été entièrement refait à neuf dans l'attraction. Toutes les enceintes et tous les bruitages fonctionnent, c'était assez étonnant. J'étais moi-même très surpris de découvrir certains audios à cet endroit. Donc oui, là-dessus, je suis tout à fait raccord avec vous. Tout ça, c'est très bien. Mais le visiteur, qu'est-ce qu'il a gagné ? Ok, il y a une attraction où il voit mieux les choses visuellement, mais toutes les cibles ne marchent pas, les véhicules sont encore dégradés, et on a encore une fois 6 mois pour une attraction plus lumineuse. Est-ce que ça se justifie pour un visiteur ? La réponse est non. Et là, je ne comprends pas pourquoi Disney, là c'était une révision à 20 ans, du coup ils ont dû refaire justement toute la partie technique de l'attraction. Je ne comprends pas pourquoi Disney ne vient pas rajouter en plus de cette partie technique, une partie modernisation, une partie actualisation de l'expérience visiteur. C'est quelque chose dont malgré les années, je n'arrive toujours pas à m'y faire. C'est comme l'enseigne de Animagic, de dire qu'est-ce que tu vas me parler d'une enseigne Animagic, avant que le spectacle ferme pour après devenir Mickey et le magicien. Animagic, pendant plusieurs mois, l'enseigne avait disparu. Et la veille de la fermeture définitive du spectacle, l'enseigne qui avait été restaurée était revenue. Donc ça veut dire qu'ils ont un tableau Excel, les choses tombent et tant pis quelle que soit la date, et si on peut optimiser les choses, ça tombe. L'enseigne a été partie pour 2 mois pour revenir 2 jours. On peut se dire, ouais, ça peut faire un bel adieu. Oui, on peut voir dans ce sens-là. Moi, je viens de vous dire,
pour 2 mois, est-ce que ça valait le coup qu'une enseigne parte, qui est tout un investissement pour la remettre à neuf, pour après revenir seulement 2 jours? C'est aussi autre chose. Là, on a une attraction, c'était la révision technique des 20 ans, très bien. Ils ont communiqué sur les éléments de peinture qu'ils ont pu refaire ici ou là, très bien. Ça n'a rien apporté dans l'expérience visiteur. Pourquoi ils ne combinent pas les éléments des révisions techniques avec une amélioration de l'expérience visiteur, avec une modernisation en plus, avec des animations en plus, j'en sais rien. Pourquoi ils ne font pas ça? Le visiteur ne doit pas enchaîner, ne doit pas vérifier le calendrier d'ouverture des attractions, parce qu'un coup elle est fermée pour technique, un coup elle est fermée comme par exemple la Ratatouille pour l'ajout d'animation, un coup elle est fermée pour... Le visiteur, il ne doit pas essayer de jongler avec les calendriers pour savoir qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est fermé. C'est à Disney de essayer déjà de recentrer les choses sur un seul et même chantier, éviter de fermer les attractions trop longtemps et du coup de donner une expérience toujours optimale et toujours améliorée aux visiteurs. Disneyland Paris est le seul resort Disney au monde qui multiplie ses chantiers, ne les rationalise pas et qui ne fait pas les chantiers 2 jours. Vous allez en Floride, vous allez même à Tokyo, qui est quand même le resort que tout le monde cite comme étant le meilleur au monde, avec la meilleure qualité de service et tout. Même Tokyo, vous avez des palissades au milieu de Fantasyland parce que Tea Party, donc l'attraction d'état, c'est fermé. Vous avez des marteaux-piqueurs derrière en journée. Mais tout le monde s'en accommode. Il n'y a aucun problème, les gens ils voient qu'il y a des palissades, ils voient qu'il y a une zone de chantier derrière, qu'il y a un bruit de chantier, c'est pas anormal. Tout le monde le comprend et tout le monde l'accepte parce que là-bas, Tea Party, quand il était fermé, ça a duré 2 semaines la fermeture. En 2 semaines, ils ont fait toute la partie technique qu'il fallait, plus revoir aussi quelques éléments d'éclairage pour une nouvelle programmation. Voilà, ils ont fait les 2, ça a duré 2 semaines. Alors qu'à Paris, pour le coup, on a un préau pour la Tour de la Terreur qui dure depuis 6-8 mois. On a eu la couverture du restaurant Casey Corner qui aura duré 1 an et demi. Et là, maintenant, nous avons une réhab technique pour Buzz qui dure 6 mois. Vous me direz, ce ne sont pas la même chose entre construire un préau et faire une réhab technique. Je l'entends. La complexité des chantiers ne sont absolument pas les mêmes, je le conçois tout à fait, ainsi que son accessibilité. Force est de constater que dans tous les resorts dans le monde, sauf à Disneyland Paris, le travail de jour ne pose pas problème. Les gens voient qu'on peut travailler. Et même, je vais vous dire, je pense que même en France, tout le monde serait partant pour dire mais travaillez de jour si vos chantiers durent moins longtemps. Car finalement, c'est la disponibilité des services et des attractions qui péjore l'expérience des visiteurs, vu qu'il y a toujours des réhabilitations, il y a toujours des choses fermées dans un parc qui n'évolue pas, notamment le parc Disneyland Paris qui n'a pas eu de nouvelle attraction depuis plus de 20 ans. Maintenant, concernant la soirée du Nouvel An. Et oui, soirée du Nouvel An. Alors, pour commencer, petite astuce. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette journée-là, c'est le bazar. Il y a du monde, tous les hôtels sont pleins, tout est réservé, il n'y a pas moyen. Les parcs sont saturés. Que fait Disney dans cette période? Il vous dit, coucou, viens, réserve ton restaurant, parce que vu qu'on est plein, et ben en fait c'est le seul moyen de bien manger le soir. Et au fait on te fait un menu spécial quasiment doublé, c'est-à-dire tous les buffets à volonté, que ce soit dans les parcs ou dans les hôtels, sont passés de 45 à 80 €. Concernant les buffets à volonté Plaza Garden qui était à 80 € le soir parce que personnage, il est passé à 150, et l'auberge de Cendrillon qui est à 100 € est passé à 150. Et pour les quelques restaurants de service à table, nous avons des menus qui étaient à autour de 55 €, sont passés à 95 €. Vu que Disney met en avant justement que pour cette soirée-là, il y a des menus, il y a des menus spéciaux pour ces restaurants et qu'il faut réserver parce que tous les parcs sont pleins, donc il y aura du monde, donc les réservations sont primordiales si vous voulez manger. Tout le monde réserve. Jusque-là, vous allez me dire, rien d'anormal. L'avantage, de 18h à 22h, les parcs sont vides. C'est-à-dire Peter Pan, 10 minutes. Pirate, It's a Small World, Fantôme, 5 minutes. 5 minutes également à Dumbo. Le train de la mine, donc Big Thunder Mountain, 25 minutes. Ça, de 18h à 22h. Vous avez personne dans les attractions. Donc, petit conseil, si vous voulez faire les parcs ce jour-là, soit vous mangez avant 18h, donc vous voyez la dernière parade de Noël et vous allez manger directement après, et vous enchaînez toute la soirée à faire des attractions, pour après vous placer vers 22h30 pour voir le feu d'artifice, ou alors vous faites ce que vous voulez, quoi, tout simplement. Ceci c'est tout simplement mon conseil. Et soirée dit remplissage, dit donc DJ Party. Il y en avait donc 2 pour la soirée vu que les parcs étaient pleins, un à Frontierland, un à Discoveryland. Bon, c'est DJ Party, hein. Je suis
pas du tout dans ce type d'animation, donc très bonne gestion de guest flow. D'ailleurs, vraiment, je pensais très fortement à eux durant la soirée, parce qu'entre parler fort et orienter les gens dans un lieu qui s'apprête pas à les rendre visibles, c'est compliqué. Je reviendrai pas sur la qualité des DJ parce que je n'en sais strictement rien, je ne peux pas les juger là-dessus. Quelques musiques ont bien été faites, une musique d'anniversaire, bon remix, vraiment sympa. Mais après, je n'écoute pas plus ce genre de choses, donc vraiment je peux pas. Je vais pas m'étaler là-dessus. Juste cette notion de facilité qu'a Disney dès qu'il y a une soirée, on met un DJ, ça occupera du temps et comme ça au moins ça coûte peu cher. Tu mets une personne qui en occupe 500, c'est parfait. On voit ça à toutes les soirées, ça n'a pas loupé ici. Ok, next. Ce qui est dommage, c'est que le parc dit qu'il y a des personnages qui étaient en costume pour cette soirée. Très bien, mais c'est pas comme aux États-Unis où on a des personnages en plus des personnages de la journée. Et en cela, nous, 18h à 22h, on a fait des attractions, on a marché dans les allées du parc. Le parc qui donc était vide parce que tout le monde était dans les restaurants et dans les hôtels pour manger. Et on n'a croisé aucun personnage. Si on voulait voir un personnage, il faut vraiment aller à l'emplacement qui est du coup caché loin de tout le monde pour que du coup les gens ne puissent pas se ruer sur le personnage. C'est dommage parce que du coup l'ambiance dans le parc c'était assez vide. Pour être tout à fait honnête, c'était assez vide. À partir de 20h du coup l'ambiance musicale a changé à la fin de Tale of Magic. Tale of Magic a été joué sans pyro sauf celle qui était présente sur le château. Donc bon, l'intérêt était assez minime, mais après ça fait toujours une offre de proposer aux visiteurs. C'était assez faiblard, on va dire, niveau ambiance pour la soirée. Mais la chose que nous on retiendra par contre, c'est le renfort. Le renfort de cast, les guest flow qui étaient présents partout, la gentillesse incroyable des cast members au global. Ça franchement, bravo à eux. Ils ont tenu toute l'année et le dernier jour de l'année, ils étaient encore plus merveilleux. Donc vraiment, bravo à eux et surtout merci. Concernant le feu d'artifice, bah oui, c'est en fait le seul véritable attrait de la soirée, vous l'aurez bien compris. Très bon choix de fusée. Beaucoup de bombes, vraiment magnifique. Les choix musicaux étonnants parce qu'au début on fait bon Mickey le magicien avec La Belle et la Bête, le génie, très bien, ça serait bien de passer à autre chose. Après on tombe sur du coup du Toy Story et Lilo et Stitch, du spectacle L'incroyable rendez-vous de l'année de la nouvelle génération, ça me rajeunit pas, c'était en 2010. Là aussi bon choix musicaux, c'était d'ailleurs un très beau spectacle qui était fait à l'époque. Et enfin, Le Roi Lion et retour à La Belle et la Bête pour clôturer. C'est sympa. J'aurais aimé avoir d'autres musiques qui ne sortent pas des spectacles qu'on connaît déjà. Ça faisait vraiment... J'avais l'impression d'être dans une soirée passeport annuelle où ils faisaient un nouveau medley pour un spectacle quelconque. En cela, c'est dommage. Après, heureusement, la qualité musicale est quand même là. Et heureusement. Donc le rendu était bon, mais pour ce show de fin d'année, je m'attendais à mieux. Comme le 14 juillet, je m'attendais à quelque chose de plus original, tout simplement. Le gros défaut de ce spectacle, à part le petit mais de la musique, c'est tout simplement son compte à rebours. Aussi étonnant soit-il, il est trop rapide. Tout simplement. Nous avons eu plusieurs fois des annonces de Lumière, parce que Lumière, c'est du coup le personnage qui a accompagné ce feu d'artifice, du moins qui l'a introduit et l'a clôturé, disant « Rendez-vous devant le château, l'horloge va sonner, on arrive à bientôt ». Très bien. Donc, naturellement, on se serait attendu à avoir du mapping avec une horloge Disney quelque part sur le château. Un Lumière qui vient parler, qui essaie de chauffer le public. Attention, c'est bientôt l'heure. Peut-être que Big Ben aurait été en face et leur aurait du coup donné le tempo en anglais, faire un jeu de ping-pong. En fait, je me serais attendu tout simplement à l'introduction qu'on a au Magic Kingdom, où il y a Mickey, Minnie, Dingo et Donald qui sont là à dire « Oh, c'est bientôt l'heure, mais vous vous rendez-vous compte, c'est une soirée spéciale. Oh, mais cette année a été merveilleuse. Ah, mais attention, il reste 30 secondes. Et puis en plus, il y a les personnages qui se font des jeux de ping-pong, qui font monter la pression avec un tic-tac en arrière-plan et de plus en plus fort, une musique de suspense qui monte aussi progressivement, faire ressentir que le moment arrive. Et ça, on ne l'a absolument pas. C'est-à-dire que d'un coup, Big Ben arrive, allez, chantons tous en chœur, 10, 9, 8, et là on se dit, mais attends, le public n'arrivait pas à suivre. Le public n'arrivait pas à suivre le compte à rebours. N'importe quel feu d'artifice Disney qu'il y a eu jusqu'à présent, c'était 10, on attend 3 secondes, 9, on attend 3 secondes. Le public, surtout qu'il y a un gros public étranger ce soir-là, il s'amuse en même temps quand il voit 10,
de prononcer le 10, 9, 8. Ils s'amusent de prononcer en français ce qu'ils entendent. Là, le public, il va tellement vite qu'il essaye au début, il comprend pas, il voit qu'on est déjà à 5, il va essayer de dire bon allez, 2, 1, et après ils applaudissent quoi. Mais tout le monde est pris de court. Personne n'est là à profiter du décompte et du coup personne ne se rend véritablement qu'on a passé le nouvel an. Et c'est ça le pire dans l'histoire, c'est que quand le feu d'artifice est terminé, je me suis retourné vers mes amis, j'ai dit bonne année. Et ils étaient là à regarder le château avec les quelques effets lumineux qui avaient encore dessus et la musique de Splash Color. Et ils me disaient ouais bonne année. Je me suis tourné vers eux, j'ai pris la main, je leur dis bonne année. Et là ils sont tournés vers moi, ont regardé. Et ils ont réalisé que c'était 2026. C'est pour vous dire à tel point, le compte à rebours ne fait pas réaliser qu'on a passé la nouvelle année, parce qu'il n'y a pas tout suspense, il n'y a pas toute cette introduction à dire c'est le moment, c'est maintenant, rendez-vous compte. Un compte à rebours lent qui vous permet justement d'assimiler qu'on va passer la nouvelle année, et un feu d'artifice qui de toute façon va faire tout claquer. Là, on a eu un truc où personne n'a compris tellement ça allait vite. Un gros feu d'artifice qui a tout claqué. Du coup, en fait, le feu d'artifice a complètement éclipsé l'introduction et le passage à la nouvelle année. Et au final, tout le monde a vu un énorme truc qui était magnifique, mais on n'a pas percuté qu'on avait passé en 2026. Et ça, c'est le truc qui nous-mêmes, après, en discutant après, on n'a pas vu venir le coup là. Vraiment, on s'est dit, mais on aurait voulu faire exprès qu'on n'aurait pas réussi. Il faut que Disney revoie ce compte à rebours, il faut qu'il revoie cette introduction. Dire que l'horloge du château va sonner et qu'il n'y ait même pas de mapping sur le château qui simule une horloge, bah non merci. D'ailleurs, le mapping, c'est juste au moment du compte à rebours des 10 secondes avec le bonne année, ou d'ailleurs, vous l'entendez en vidéo, hein, pour ceux qui l'ont vu, vous voyez la vidéo, tout le monde crie bonne année, et il y a un gros blanc, parce qu'en temps normal, à ce moment-là, quand les gens ont réalisé que c'était la nouvelle année, ils font la bise, ils disent bonne année, etc. C'est normal, il y a un creux, il n'y a pas de grosses bombes à ce moment-là. Pour que les gens aient le temps de se faire la bise, qu'ils se retournent vers le château et le show continue avec les grosses bombes qui reprennent la suite. Il y a eu un creux, les gens ont fait bonne année, silence, mais ils ne sont pas fait la bise, ils ne se le sont pas souhaités entre eux. Il y a eu un silence, et ça dans la vidéo vous l'entendez bien, ce silence. Les gens ne se souhaitent rien après ça. Alors que chaque année, jusqu'à présent, pendant le feu d'artifice, après le décompte, les gens se souhaitent, se font la bise, et ça s'entend même à l'audio et à la caméra. Là, rien. Silence, tout le monde regarde et attend. C'est pour vous dire à tel point on ne réalise pas ce passage au nouvel an. Parce que ça a été malmené. Et ça, c'est dur, hein. Vraiment, c'est dur parce que là, tu fais, c'est un putain de beau feu. Tout est beau, tout est bien, ça a bien été réalisé. Même s'il n'y a pas de mapping, même si le château il est juste éclairé de manière simple, colorée et terminée. Des très bonnes bombes, très bonne programmation. Mais faut voir votre intro et si possible mettre du mapping, même si c'est pas le sujet de la soirée. D'en mettre un petit peu, ça serait quand même bien. De base, ça serait bien. Faites ça et vous avez un bon feu, quoi. Même si la musique, je suis pas le premier à avoir apprécié la musique, de revoir la musique du Roi Lion, d'un show qu'on a à 100 mètres de là, qu'on pouvait déjà entendre 5 fois dans la journée. Bon, je trouve que c'est assez feignant pour le coup pour ce choix-là. Mais j'en parle pas de la Reine des Neiges, on va en bouffer pendant 5 ans avec la nouvelle attraction. Mais quand il y a eu ça, les gens pareil, ils bouffaient, et ils fait bon ok, vas-y, sors ta musique. Mais voilà. C'était le débrief du feu d'artifice, j'ai envie de vous dire. J'en profite aussi pour vous montrer ces images-là, à savoir après le feu d'artifice, les équipes Disney avaient aménagé un passage dans l'arrière de Main Street, entre Main Street et Frontierland, pour aider l'évacuation de Central Plaza et de Main Street et faciliter les flux. Très bonne initiative. Ça nous a surpris. On s'y attendait pas et du coup c'était rapidement aménagé pour cacher les quelques éléments techniques, les poubelles aux visiteurs et tout ça et que tout le monde soit bien accompagné de bout en bout. Bonne initiative. Encore une fois, comme je vous ai dit, hein, les renforts qui ont été faits, l'encadrement de la soirée, bien. Il faudrait ça en réalité tous les soirs pour aider les équipes de guest flow parce qu'ils font un travail acharné. Ils sont vraiment sous-staffés au quotidien. Ça, les pauvres, ils y peuvent rien. C'est le management qui impose ça et vraiment, je leur souhaiterais des 31 tous les soirs si possible pour leur faciliter la vie parce qu'ils le méritent et même pour la sécurité des visiteurs, ça sera beaucoup mieux. Sur ces images, donc, j'en profite également pour vous informer que la semaine prochaine, nous avons donc une vidéo multicaméra sur Mickey Magic. C'est une grosse vidéo, quoi. On a mis du temps à travailler et vraiment joli. En même temps, ça permettra de marquer le coup avant le 10e anniversaire du spectacle. Et sur ce, écoutez, je vais vous dire rendez-vous au mois prochain. Bonne année à tous, plein de bonnes choses et à bientôt.